L'histoire que je m'apprête à raconter s'est déroulée le jour du 60e anniversaire de ma belle-mère, Isabelle Moreno Castillo. Cette journée aurait dû être une célébration joyeuse avec toute la famille réunie pour faire la fête. Au lieu de cela, elle est devenue le tournant qui m'a fait cesser d'être la belle-fille soumise que j'avais été au cours des 8 dernières années. La semaine précédente, la maison avait été une ruche de préparatifs et de conversations. Ma belle-mère déambulait avec un petit carnet à la main, parlant sans arrêt au téléphone. Nous devions réserver la plus grande salle du restaurant El Alcazar, compris? Et un gâteau à 5 étages pour que ce soit spectaculaire. Le présentateur devait dire très clairement qu'il s'agissait d'une fête pour célébrer mon 60e anniversaire. Mon mari, Marcos Aguilar, attendait avec enthousiasme que sa mère finisse d'essayer une élégante robe sur mesure pour pouvoir commander les fleurs et envoyer les invitations aux parents des deux côtés. J'entendais tout, je voyais tout, mais absolument personne ne me parlait. Personne ne m'a demandé ce que je porterais ce soir-là, à quelle table je m'assiérais, ni même si j'allais venir. Je me disais qu'ils étaient occupés, qu'ils me le diraient plus tard. Mais à mesure que le jour approchait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce plan. Ce matin-là, je me suis réveillé à 5h30. Comme d'habitude, j'ai préparé le petit déjeuner, mis la machine à laver en marche et nettoyé la maison. Ma belle-mère est passée devant moi et n'a dit qu'une chose, aujourd'hui, assure-toi que tout soit bien rangé. Pas une seule mention du fait qu'elle fêtait son anniversaire ce soir-là. Mon mari a pris son petit déjeuner et est parti immédiatement sans me regarder une seule fois. J'ai ressenti un étrange pincement au cœur, quelque chose qui ne collait pas, mais j'ai essayé de me calmer. Ils avaient probablement oublié de me le dire. L'après-midi, alors que j'ouvrais le placard pour plier les vêtements, je me suis figé. Le costume coûteux que j'avais acheté à Marcos pour notre anniversaire l'année dernière avait disparu, et les chaussures en cuir que je venais de cirer étaient parties aussi. Je lui ai envoyé un message, « Tu sors ce soir ?» La réponse est arrivée presque instantanément en seulement 3 mots, « Reste à la maison ». Je l'ai lu et relu et mon cœur a sombré. Reste à la maison. En tant qu'épouse, je devais rester à la maison pour l'anniversaire de ma belle-mère. À 19h, la maison était enveloppée d'un silence inhabituel. De la rue, j'entendais le bruit des voitures et les rires des gens. Ils se dirigeaient probablement vers le restaurant El Alcazar, où la fête était sur le point de commencer. Pendant ce temps, j'étais assise seule dans la cuisine froide avec un bol de nouilles instantanées que je venais de préparer. Le bouillon avait déjà refroidi et les nouilles étaient gonflées et molles. J'ai mangé chaque bouchée avec une boule dans la gorge. 8 ans en tant que belle-fille, et j'en étais venu à penser que je faisais partie de cette famille. Mais à ce moment-là, je me sentais comme une parfaite étrangère. Juste au moment où je posais le bol sur la table, le téléphone a sonné. C'était Marcos. J'ai décroché le téléphone. Avant que je ne puisse dire quoi que soit, sa voix a résonné à l'autre bout, pleine d'irritation. Viens au restaurant El Alcazar tout de suite. Apporte ta carte bancaire pour payer les 3500 € pour la fête. J'ai cru avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé. Il a élevé la voix avec colère. Ces 3500 € sont toujours dus pour la fête. Viens payer. Ils attendent. J'étais sans voix. Ils organisaient donc une grande fête pour ma belle-mère. Ils ont invité des membres de la famille des deux côtés, beaucoup de monde mais pas moi. Et à la fin, quand ils ont eu besoin de quelqu'un pour payer, alors ils se sont souvenus de moi. J'ai demandé d'une voix tremblante, mais en essayant de rester calme, « Pourquoi n'ai-je pas été invité ?» Marcos a répondu immédiatement sans l'ombre d'un doute. Maman a dit qu'aujourd'hui il n'y avait que des invités importants. C'était mieux que tu restes à la maison pour ne pas dar la nota, faire une scène, point. Les mots ont été comme une gifle. J'ai un travail. Je peux m'occuper de moi-même. Et pourtant, à leurs yeux, j'étais quelqu'un qui leur faisait honte. Je suis restée silencieuse, écoutant le bruit de la musique filtrant à travers le téléphone, la voix d'un présentateur et les applaudissements des gens. Marcos a insisté de nouveau, « Dépêche-toi, ne me fais pas honte. » J'ai regardé le bol de nouilles devant moi avec le bouillon maintenant complètement froid. La cuisine n'était éclairée que par une faible lumière jaune. Soudain, j'ai compris quelque chose. À leurs yeux, je n'étais pas sa belle-fille, je n'étais pas sa femme, j'étais simplement un distributeur automatique. J'ai souri amèrement, un sourire que même moi je trouvais étrange. Au cours des 8 dernières années,
Chaque fois que la famille avait eu besoin d'argent pour réparer la maison, pour le mariage d'un neveu ou pour des anniversaires, je l'avais donné discrètement. Je pensais que c'était mon devoir. Je pensais que dans une famille, les gens s'entraident, mais pour le 60e anniversaire de ma belle-mère, je n'avais pas le droit de m'asseoir à table, seulement l'obligation de payer la facture. À l'autre bout du fil, Marcos s'impatientait. « Tu m'as entendu ? Apporte la carte tout de suite. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu lentement, « Continuez la fête. » Je suis occupé. Il a hurlé, « Ne fais pas l'intelligente. » Je n'ai rien dit d'autre. J'ai simplement raccroché doucement. La cuisine est retombée dans le silence. J'ai regardé le bol de nouilles, puis j'ai regardé la maison que j'avais aidé à acheter avec mon argent et que j'avais nettoyée pendant tant d'années. À ce moment précis, j'ai pris une décision que personne dans la famille de mon mari n'aurait sûrement jamais attendue. Ils pensaient que j'accourais là-bas, que je forcerais un sourire et que je sortirais ma carte pour payer et sauver leur réputation. Mais ce soir-là, ces 3500 € non seulement n'ont pas été payés, mais ils ont déclenché un tremblement de terre qui leur ferait comprendre que ma patience n'était pas une faiblesse. Quand une femme qui s'est habituée à être méprisée se lève, le prix à payer n'est plus dérisoire. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Pas par peur, mais parce que des fragments de souvenirs commençaient à défiler dans mon esprit, comme si la vie voulait me rappeler que ce qui s'était passé ce soir-là n'était pas une coïncidence. C'était le résultat de toutes les fois où je m'étais forcé à laisser passer, à céder un peu pour maintenir la paix à la maison. 8 ans plus tôt, j'ai rencontré Marcos lors d'un dîner d'entreprise. À cette époque, j'étais directrice financière dans une entreprise de construction. Il avait un emploi stable et un bon revenu. Je ne suis pas une personne vaniteuse, mais honnêtement, ma famille était aussi aisée. Mes parents possédaient un grand entrepôt de matériaux de construction et des gens honnêtes qui avaient économisé centime par centime pendant des décennies. J'ai grandi en apprenant que l'argent est important, mais que vivre avec décence et gratitude l'est encore plus. Marcos travaillait dans le département technique d'un sous-traitant. Ce n'était pas un grand causeur, et il n'était pas particulièrement doué pour séduire les gens. Il semblait bon et travailleur, et chaque fois qu'il parlait, il vous regardait dans les yeux avec sincérité. Une fois, je revenais tard d'un voyage d'affaires et ma voiture est tombée en panne sur la route. Il a conduit plus de 10 km pour m'aider à la réparer, puis il a dit calmement, « La route la nuit est dangereuse. La prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose, appelle-moi. » J'ai pensé qu'un homme comme lui serait un soutien solide dans la vie. Notre relation n'était pas du tout ostentatoire. Marcos m'emmenait manger dans des bars de quartier, et assis en terrasse en buvant un panaché au citron, nous rions comme des enfants. Il disait qu'il n'était pas riche, mais qu'il ferait de son mieux pour que je ne manque de rien. Cela semble simple, mais à l'époque je l'ai cru parce que je n'avais pas besoin d'un homme avec beaucoup d'argent. Je me souviens du jour où il m'a emmené rencontrer sa famille comme si c'était hier. Sa maison n'était pas grande, elle se trouvait dans une rue d'un quartier ouvrier avec des murs peints il y a longtemps et des meubles modestes. Sa mère, Isabelle, m'a accueilli avec un sourire très doux et une voix mielleuse. « Ma maison est humble, mais elle est pleine d'amour, ma fille. Maintenant que tu es ici, je te considérerai comme ma propre fille. » Elle m'a servi une part de ragoût, m'a offert de l'eau et ne m'a demandé que le nécessaire. J'ai vu de la sincérité en elle, ou du moins je le pensais. Elle a même ajouté quelque chose qui m'a réconforté, une fille quitte sa maison pour aller chez son mari et finit toujours par y perdre. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas souffrir. À ce moment-là, j'ai regardé Marcos, qui a baissé la tête avec un sourire timide. J'ai pensé qu'une femme avait de la chance si elle trouvait une belle famille solidaire. Le mariage a été simple, sans grand apparat. Mes parents ont couvert la plupart des dépenses à cause de l'amour qu'ils me portaient. Ma mère m'a même donné un conseil, « Ma fille, maintenant que tu te maries, le plus important est de maintenir l'harmonie, mais l'harmonie doit être basée sur le respect. » J'ai hoché la tête, pensant avoir compris, mais en réalité, à ce moment-là, je ne comprenais pas pleinement que le respect ne se montre pas parfois avec des mots, mais avec la façon dont on vous traite dans les petites choses de la vie quotidienne. Pendant notre première année de mariage, Marcos et moi vivions seuls. Ce fut la période la plus paisible. Nous travaillions tous les deux, et le soir nous rentrions à la maison, nous dînions, regardions la télévision et parlions de nos affaires. Marcos avait l'habitude de laisser ses chaussures soigneusement rangées à l'entrée, et j'avais l'habitude de garder la cuisine toujours ordonnée. Nous nous disputions parfois,
mais cela passait vite. Je croyais avoir choisi le bon homme. Jusqu'au jour où ma belle-mère a subi un léger accident vasculaire cérébral. Elle n'est pas devenue paralysée ni gravement malade, mais elle marchait plus lentement et se fatiguait parfois en parlant. Marcos, très inquiet, m'a dit, ma mère est toute seule là-bas. Je ne suis pas tranquille. Et si nous la faisions venir vivre avec nous pendant un certain temps? Je ne pouvais pas refuser. Je suis aussi une fille et je comprends la peur que l'on ressent quand les parents vieillissent. J'ai accepté et j'ai même préparé une chambre pour elle et acheté un meilleur lit. Le jour où elle a emménagé, je me suis comporté comme une bonne belle-fille. Le matin, je lui préparais de l'eau tiède. Je cuisinais des plats légers pour le déjeuner, et le soir, je lui demandais si elle était fatiguée. Les premiers jours, elle semblait reconnaissante et disait souvent, « Elena, tu fais trop d'efforts. Laisse-moi faire. » En entendant cela, je me sentais soulagé. Mais quelques semaines plus tard, l'atmosphère à la maison a commencé à changer. Isabelle a commencé à s'intéresser à des choses sur lesquelles elle n'avait jamais posé de questions auparavant. Elle se demandait combien je gagnais, à combien s'élevait ma prime ce mois-là et au nom de qui était le compte d'épargne. Au début, je me sentais mal à l'aise. Elle souriait et disait que c'était normal. Elle souriait, mais ses yeux m'analysaient attentivement. Eh bien, je demande pour pouvoir savoir et organiser les choses pour la famille. Un mariage doit être planifié. Ensuite, elle a commencé à s'impliquer dans les plus petites décisions. Si j'achetais une casserole, elle se demandait pourquoi je n'en avais pas acheté une moins chère. Si j'allais au mariage d'une amie, elle se demandait pourquoi je dépensais autant d'argent pour cela. J'ai subtilement mentionné à Marcos que sa mère posait trop de questions sur l'argent. Il a juste soupiré et a dit, « Elle est âgée. Sois patiente avec elle. » Cette phrase peut être acceptable quand on l'entend une fois, mais après l'avoir entendue de nombreuses fois. J'ai réalisé que ce n'était pas un conseil, c'était la façon de Marcos de rester en dehors de tout cela pour ne pas contrarier sa mère. J'ai essayé de me convaincre que c'était probablement une différence générationnelle. Elle était probablement inquiète pour son fils. Elle avait probablement peur que je dépense sans contrôle. Je pensais que les choses s'arrangeraient, qu'elle finirait par me comprendre et que la famille serait de nouveau en paix. Mais je ne réalisais pas que ma patience était interprétée d'une autre manière. Elle n'était pas vue comme de la gentillesse, mais comme de la faiblesse. Et une fois que les gens vous considèrent comme faible, ils commencent à tester jusqu'où va votre faiblesse, combien vous pouvez endurer au point de vous laisser à l'écart de la table de fête. Ce soir-là, j'ai commencé à remarquer le changement dans de toutes petites choses, si petites que si je les racontais, beaucoup de gens diraient que j'exagérais. Mais c'est ça la vie de famille, elle ne se brise pas à cause d'une grosse tempête, elle se fissure à cause de petites fêlures jour après jour. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Après que ma belle-mère a emménagé avec nous, Isabelle a développé une étrange habitude. Elle ne demandait pas d'argent directement, et ne disait pas non plus qu'elle en avait besoin. Elle regardait simplement autour d'elle et laissait tomber des phrases en l'air, « Les médicaments sont devenus très chers ces derniers temps. Le voisin d'en face a fait un investissement et gagne beaucoup d'argent. Les gens qui savent gérer leur argent sont ceux qui prospèrent. » Je pouvais l'entendre, mais je pensais qu'elle ne faisait que se plaindre. Je n'imaginais pas que ces plaintes étaient sa façon de me tester, de voir si j'offrirais l'argent volontairement. Un matin, j'ai ouvert l'application bancaire sur mon mobile pour vérifier mon compte et j'ai vu un virement de 2000 €. Mon cœur a raté un battement. En tant que professionnel de la finance, j'ai l'habitude de suivre chaque centime. J'ai vérifié l'historique des transactions et j'ai vu que le virement avait été effectué la veille au soir. Je me suis tourné vers Marcos et j'ai demandé, en essayant de rester calme, « Où as-tu transféré 2000 €? Marcos, qui était en train de manger, s'est arrêté un instant puis a dit, comme si c'était la chose la plus normale au monde, « Je les ai donnés à maman. Elle dit que c'est pour un investissement qui lui donnera un rendement élevé. » J'ai laissé les couverts sur la table. Un investissement? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Marcos a froncé les sourcils d'agacement, comme s'il était interrogé. C'est 2000 €. Ne t'énerve pas pour ça. J'ai entendu ces mots, c'est seulement 2000 € et j'ai ressenti un frisson à l'intérieur. Pour d'autres, 2000 € ne sont peut-être pas grand-chose. Mais ce qui m'a blessé, ce n'était pas le montant, c'était la façon dont il rabaissait mon effort et mon droit de savoir ce qui se passait avec l'argent dans ma propre maison. Je suis allé directement dans la chambre de ma belle-mère.
Isabelle était assise en train de regarder la télévision, la télécommande à la main. Quand elle m'a vu entrer, elle a souri. « Oh, belle-fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une de ces têtes ?» Je lui ai dit, « Maman, c'est quoi cet argent pour un investissement? Si vous en avez besoin, demandez-le-moi. » Pourquoi le demandez-vous à Marcos sans me consulter? Elle a haussé un sourcil et son sourire amical a soudainement disparu. Elle a posé la télécommande et sa voix a complètement changé, devenant dure et provocatrice. L'argent de la belle-fille est aussi l'argent de la famille. Qu'est-ce que tu calcules? Es-tu venue dans cette maison en tant que fille? Et maintenant tu vas commencer à faire la distinction entre ce qui est à toi et ce qui est à moi. Je me suis figé. C'était la première fois que j'entendais quelque chose d'aussi direct dans cette maison. Elle parlait comme s'il s'agissait d'une loi non écrite, comme si c'était moi qui recevais, et non celle qui contribuait. J'ai essayé de me contenir. Mais c'est l'argent que je gagne avec mon travail. J'ai le droit de savoir où il va. Isabelle a laissé échapper un rire méprisant. Tu travailles, oui, mais c'est grâce au fait que mon fils t'a épousée. Sans lui, tu n'aurais pas pu entrer dans cette maison. Ces paroles ont été comme une gifle. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, c'était de l'humiliation. Je me suis tourné pour regarder Marcos, qui se tenait sur le pas de la porte en attendant que je dise quelque chose, mais il s'est juste gratté la tête et a dit doucement, « Allez, maman ne pense pas à mal. Ne le prends pas personnellement, elle est plus âgée. Ne le prends pas personnellement, encore une fois. » J'ai réalisé quelque chose. Chaque fois qu'il y avait un problème, il choisissait toujours de rester au milieu pour éviter toute responsabilité, mais ce juste milieu penchait en réalité complètement vers sa mère. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à prêter une attention plus soutenue. À chaque repas, ma belle-mère faisait des commentaires qui ressemblaient à des plaisanteries. « Oh, les filles riches doivent apprendre à être humbles quand elles se marient. » Un jour, elle m'a dévisagé de haut en bas et a dit, « Tu t'habilles comme ça pour aller travailler? Qui veux-tu impressionner? Veux-tu que les gens disent que tu es très maligne? » Je ne comprenais pas. J'allais au travail, je m'habillais de manière professionnelle. Qu'est-ce qui ne allait pas? Mais je restais silencieuse car j'avais peur que si je répondais, Marcos m'appellerait impertinente et l'ambiance à la maison deviendrait encore plus tendue. Ce qui me faisait le plus mal, c'était que les finances du foyer étaient devenues ma responsabilité par défaut. Chaque fois qu'il y avait une célébration familiale organisée par la famille de Marcos, Isabelle lui disait, « Dis à ta femme de préparer une enveloppe pour ton oncle et ta tante. » Quand un neveu s'est marié, il m'a dit directement en face, « La belle-fille a un bon salaire. Il devrait ajouter un peu plus pour faire bonne impression. » Qu'il s'agisse de réparer le toit, d'acheter une armoire ou de payer les cours particuliers d'un petit-neveu, au final, tout se résumait à une phrase, « Elena. Tu t'en occupes. » Et je m'en chargeais non pas parce que j'avais de l'argent à revendre, mais parce que je pensais que la famille était une responsabilité partagée. Je ne voulais pas qu'il m'appelle avare. J'espérais aussi que si je les traitais avec gentillesse, il l'apprécierait. Mais non, chaque fois que je payais, il considérait cela comme acquis. Pas même un merci, bien sûr, ni un « tu as travaillé dur », chérie de la part de mon mari. J'ai commencé à avoir l'impression d'acheter la paix avec de l'argent. Lors des réunions de famille, je pouvais clairement voir quelle était ma place. Quand la nourriture était servie, ma belle-mère asseyait toujours Marcos près des oncles les plus âgés, et pendant qu'elle lui versait du vin, elle se vantait. « C'est mon fils. Il réussit très bien dans les affaires. » Moi, en revanche, j'étais assise à une extrémité de la table près de femmes que je ne connaissais pas ou de petits-enfants. Si quelqu'un me demandait ce que je faisais dans la vie, ma belle-mère répondait avant moi. Elle ne fait rien d'autre que de la paperasse. Je me sentais triste et en colère. J'étais directrice financière, je ne faisais pas de la paperasse, mais je souriais par courtoisie parce que je ne voulais pas faire de scène devant la famille le soir. Parfois, je fixais le plafond et je me demandais ce que j'étais vraiment, épouse, belle-fille ou le distributeur automatique de cette famille. Ce sentiment de suffocation devenait de plus en plus évident. Je continuais à endurer parce que je pensais que si j'endurais, il y aurait la paix à la maison, mais je ne savais pas que cette même résignation me transformait silencieusement en une étrangère au sein de mon propre mariage. Après l'incident des 2000 €, j'ai commencé à vivre avec un sentiment très étrange. À l'extérieur, tout semblait être une famille normale. Nous nous levions, prenions le petit déjeuner et regardions la télévision le soir, ma belle-mère dans son coin,
mon mari allant et venant du travail, mais à l'intérieur, je me sentais comme si j'étais de l'autre côté d'une vitre, à les regarder interagir sans pouvoir les toucher. Plus j'essayais de m'intégrer, plus ils me repoussaient, poliment, courtoisement, mais avec une froideur absolue. L'apogée de cette courtoisie froide fut l'anniversaire de ma belle-mère l'année dernière. À ce moment-là, Isabelle n'avait encore rien mentionné au sujet de son 60e anniversaire. C'était juste un repas de famille avec les parents les plus proches. J'ai pensé que, après tout, elle était ma belle-mère, et puisqu'elle ne prévoyait rien, je devais m'occuper de tout ce qui devait être fait. J'ai commandé le gâteau moi-même. J'en ai choisi un de couleur crème et j'ai écrit « Joyeux anniversaire, maman ». J'ai acheté un grand bouquet de lys avec quelques roses blanches pour donner une touche élégante. J'ai même commandé plusieurs plats que je savais qu'elle aimait, poulet à l'ail, colin en sauce verte et soupe d'asperges. Je ne l'ai pas fait pour être loué, mais pour maintenir l'harmonie, afin qu'il voie que j'avais de bonnes intentions. Ce soir-là, la maison était pleine de monde, de rires et de conversations. J'allais et venais constamment de la cuisine, apportant des assiettes et servant des boissons. Isabelle, en tant que protagoniste, était assise au milieu de la pièce portant une nouvelle robe et avec ses cheveux parfaitement coiffés. Marcos était à ses côtés, saluant les membres de la famille avec une expression fière. En voyant cette scène, j'étais heureuse, pensant qu'il était bon de voir la famille si unie. Mais au moment de souffler les bougies et de couper le gâteau, ma belle-mère s'est levée pour prononcer un discours. Je me souviens de chaque mot car ils m'ont transpercé comme des épines, et je les sens encore. Elle a souri, a levé son verre et a dit d'une voix forte, « Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon fils Marcos. Il prend soin de moi dans les moindres détails. Je suis si heureuse d'avoir un si bon fils. » Tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Marcos a souri, les yeux pétillants, et moi debout à moins de 2 mètres de là, sentant encore l'odeur de l'huile sur mes mains, je me suis senti comme une ombre. Pas un mot sur sa belle-fille, pas un seul merci à Elena. C'était comme si la fête avait surgi de nulle part, comme si le gâteau et les fleurs étaient tombés du ciel. J'ai dégluti et je me suis dit qu'elle essayait probablement juste de détendre l'atmosphère, qu'elle n'avait sans doute pas remarqué. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai vu plusieurs tantes et cousines louer la beauté du gâteau, l'élégance du bouquet et le délice de la nourriture. Isabelle a juste souri et a dit, « C'est parce que mon Marcos s'occupe de tout. » En entendant cela, mon cœur s'est serré. Je n'avais pas besoin de louanges, juste d'un peu de reconnaissance, un simple « ta belle-fille a fait un excellent travail. » J'étais vraiment désolé, mais elle l'a délibérément omis. Quand tous les invités furent partis et que nous ne restions plus que nous trois, j'ai dit doucement à ma belle-mère, en parlant très lentement pour éviter une dispute, « Maman, j'ai fait le gâteau et les fleurs moi-même. Cela m'a fait mal que tu dises cela. » Je ne la blâmais pas, j'exprimais juste ce que je ressentais. Isabelle a détourné le regard. Son regard s'est légèrement refroidi et elle a prononcé une phrase qui m'a glacé jusqu'aux os, « Tu es la belle-fille. C'est ton devoir. Pourquoi cela te blesse-t-il? Tu le fais pour cette maison, pas pour quelqu'un d'autre. » Je suis resté là sans voix parce que j'ai clairement entendu une chose dans ses paroles, je n'avais pas le droit d'avoir des sentiments, seulement le droit de remplir mes obligations. À partir de cet anniversaire, j'ai commencé à remarquer un autre détail. Chaque fois que des invités importants venaient à la maison, j'étais tenu à l'écart. Parfois, Isabelle me disait de rester dans la cuisine pour être plus accessible, d'autres fois, elle me disait de ne pas trop parler pour que les gens ne se fassent pas une fausse idée. Une fois, elle m'a même dit carrément, « Les invités de maman sont des gens importants. Qu'est-ce que tu fais à sortir? Tu vas passer pour une idiote. » J'ai entendu le mot idiote et j'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne viens pas d'une famille humble. Je suis instruite. J'ai un bon travail. Mais pour elle, j'étais toujours quelqu'un qui n'était pas assez bien pour s'asseoir à la même table. Même si c'était moi qui avais le revenu le plus élevé de la maison, plus il m'excluait, plus je voulais garder mes distances. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à la question de l'argent. Un soir, alors que ma belle-mère était déjà allée dans sa chambre, j'ai dit à Marcos, « Chéri, à partir de maintenant, nous allons séparer nos finances. Je continuerai à payer ma part, mais nous devons d'abord discuter des dépenses de ta mère ou de la famille. » Je pensais que Marcos comprendrait parce que c'était quelque chose de normal, mais il s'est retourné brusquement avec les yeux grands ouverts. « Maintenant, tu vas fixer des conditions pour ma mère? C'est une femme âgée, et tu fixes des conditions? » Je lui ai demandé, «
est-ce que je fixe des conditions ou est-ce que je fixe des limites? Marcos a frappé du poing sur la table. Faire cela, c'est comme traiter ma mère comme une étrangère. J'ai éclaté de rire. Dans cette maison, qui est l'étrangère? Je n'ai rien dit d'autre. Je me sentais complètement seul dans la maison que j'avais aidé à acheter, celle dans laquelle j'avais investi tant d'efforts. J'ai traversé le salon, j'ai regardé la table de la salle à manger, l'endroit où j'avais l'habitude de m'asseoir, et soudain je me suis sentie insignifiante. Mais malgré tout, je gardais encore un espoir naïf. Peut-être que Marcos était juste en colère et qu'il finirait par comprendre. Peut-être que ma belle-mère était juste difficile et qu'elle finirait par s'adoucir. Je me suis accroché à cette idée parce que je ne voulais pas que ma famille se brise. Je n'aurais jamais imaginé que le 60e anniversaire d'Isabelle arriverait comme une lame pour trancher ce dernier espoir. Et je n'aurais jamais imaginé non plus que le sentiment d'être traité comme une étrangère pendant si longtemps exploserait précisément le soir où je me suis retrouvé à manger des nouilles instantanées seul, pendant que mon mari m'appelait pour venir payer une facture de 3500 €. Après avoir raccroché le téléphone, je suis resté immobile pendant quelques secondes de plus. Dans ma tête, il n'y avait plus de colère, mais une étrange froideur, la froideur que l'on ressent quand on réalise que l'on a été méprisé pendant si longtemps qu'ils ne prennent même plus la peine de le cacher. J'ai regardé le bol de nouilles devant moi, gonflé et avec le bouillon sans goût. Soudain, j'ai pensé que mes 8 années de mariage étaient comme ce bol de nouilles chaudes au début, puis elles s'étaient refroidies jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un goût fade et amer. Mais au lieu de me lever et de courir au restaurant comme il s'y attendait, j'ai fait quelque chose de très différent. J'ai ouvert le carnet d'adresses de mon téléphone portable et j'ai appelé ma meilleure amie Lucia, qui travaillait comme directrice au restaurant El Alcazar. Je n'ai pas tourné autour du pot, j'ai été direct avec une voix basse mais ferme. Lucia, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce que la fête du 60e anniversaire de ma belle-mère se tient là-bas? Lucia est restée silencieuse un moment, puis a répondu, oui, Elena, je suis juste là. J'ai dégluti. Suis-je sur la liste des invités? À l'autre bout du fil, il y eut un soupir très léger, le soupir de quelqu'un qui sait qu'il s'apprête à dire quelque chose de désagréable. Elena, tu n'es pas sur la liste. Et il y a autre chose. Mon cœur s'est emballé. Lucia a baissé la voix et a parlé rapidement, comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'entendre. Je me suis figé. Pourquoi? J'ai demandé à nouveau, comme si je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Lui faire honte? Pourquoi? Lucia a hésité. Elle a dit que sa belle-fille n'était qu'une comptable, pas habituée à traiter avec des gens importants, et que si elle disait une sottise, elle ferait honte à toute la famille. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, non pas de faiblesse, mais de la rage qui montait à mon visage. Juste une comptable. J'avais entendu beaucoup de phrases dérogatoires, mais aucune ne m'avait fait aussi mal que celle-là. Je suis directrice financière, je travaille avec des partenaires sur des projets valant des millions d'euros. Je gagne ma propre vie, mais dans la bouche de ma belle-mère, je suis devenue juste une comptable, comme si ma place était un coin de la cuisine. Soudain, j'ai compris. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait que je connaisse ma place. Il voulait que je me taise. Il voulait que j'existe, mais pas que je sois présente. J'ai raccroché le téléphone, mes mains glacées. J'ai regardé autour de moi la cuisine, cette cuisine que je nettoyais chaque jour, ce réfrigérateur que j'organisais, cette table à manger que j'avais achetée avec mon propre argent et ce soir-là, il m'avait interdit d'aller dans un restaurant de peur que je ne me ridiculise. J'imaginais la scène là-bas, ma belle-mère au centre dans une belle robe, les parents riant, mon mari levant son verre, se pavanant. Peut-être parlaient-ils de leur famille heureuse, de leurs enfants respectueux et moi, leur belle-fille officielle, j'étais ici en train de manger des nouilles, froides comme une simple locataire. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Marcos. J'ai répondu. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a crié, « Es-tu déjà arrivé? Ils attendent. Vas-tu laisser ma mère passer pour quelqu'un de mal? » J'ai entendu l'expression « passer pour quelqu'un de mal » et cela m'a donné envie de rire. J'ai demandé avec un calme qui m'a surprise moi-même, « passer pour quelqu'un de mal ?» Comme pour ne pas avoir d'argent pour payer, ou pour ne pas oser laisser sa belle-fille se montrer? Marcos est resté silencieux quelques secondes. Je savais qu'il comprenait ce que je voulais dire, mais sa voix est devenue dure et tranchante, la voix de quelqu'un qui se sent acculé mais veut maintenir son rôle d'homme. Ne sors pas les choses de leur contexte.
Maman avait ses raisons pour ne pas t'inviter. C'est mieux si tu restes à la maison. J'ai serré le téléphone fermement. Quelle raison? J'ai demandé directement. Marcos a répondu avec un naturel complet. Les invités sont tous des gens d'affaires, des amis de mes oncles, de ma mère. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu serais resté planté là, sans savoir quoi dire? Si tu poses des questions idiotes, ils se moqueront de nous. J'ai éclaté de rire, mais c'était un rire amer. Je lui ai posé la question que je retenais depuis si longtemps. Suis-je ton épouse ou un objet décoratif? Suis-je ta belle-fille ou un distributeur automatique? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Juste quelques secondes, mais ce fut suffisant pour entendre la musique du restaurant, le cliquetis des verres, les rires. Puis il m'a hurlé dessus, arrête de faire la reine du drame et viens ici tout de suite. Je te le dis pour la dernière fois. Cela sonnait comme un ordre, et à cet instant, j'ai vu la vérité avec une clarté cristalline. Il ne me considérait pas comme sa partenaire de vie, quelqu'un à aimer et à respecter. Il me considérait comme un outil pour résoudre les problèmes. Quand il avait besoin d'argent, il m'appelait. Quand il avait besoin de sauver la face, il me forçait à apparaître comme celle qui payait. Mais quand il voulait se pavaner et faire son spectacle devant sa famille, je devais disparaître pour qu'il ne passe pas pour des gens de peu. Je n'ai plus discuté, j'ai juste dit une phrase d'une voix neutre, poursuivez votre fête. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché avec décision, sans trembler, sans hésiter. Je me suis levé et j'ai jeté le bol de nouilles à la poubelle. Le bruit sourd qu'elles ont fait en touchant le fond était comme le dernier clou dans le cercueil de mon habitude d'endurer. Ce soir-là, je ne suis pas allé au restaurant, et je n'ai pas transféré un seul centime. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les documents financiers et toutes les choses que j'avais gardées secrètes pour maintenir la paix familiale. Et pour la première fois, je ne me suis pas dit « laisse couler ». Je me suis dit « c'en est assez », parce que quand les gens vous traitent comme une étrangère, vous n'avez pas à continuer de prétendre que vous êtes de la famille. Et je savais qu'en un seul mouvement, toute la famille de mon mari se demanderait comment réagir. Après avoir jeté le bol de nouilles, je n'ai pas fait de scène ni fondu en larmes comme je l'avais fait auparavant. J'ai séché mes mains lentement. Je me suis assise et j'ai relu le message de Marcos, reste à la maison. Ces 3 mots sonnaient maintenant comme l'acte de naissance du rôle d'étrangère qu'il m'avait imposé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rappelé Lucia. Je lui ai dit brièvement, Lucia, si quelqu'un là-bas appelle pour demander l'argent, dis-lui de m'appeler directement. Moins de 15 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix masculine polie s'est fait entendre. Bonsoir. Madame Elena? Je suis le responsable de l'événement au restaurant El Alcazar. Je voulais confirmer avec vous le paiement en attente de 3 500 € afin que nous puissions poursuivre le programme. J'ai remarqué la prudence dans sa voix, la voix de quelqu'un qui a traité avec de nombreux clients difficiles mais qui doit maintenir la courtoisie. J'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Pourriez-vous me dire à quel nom est le contrat de réservation? L'homme a hésité. À votre nom, madame. J'ai dit immédiatement, sans détour, eh bien, sachez que je n'autorise pas le paiement de ce montant. Cette famille ne m'a pas invité à la fête, par conséquent, je n'ai aucune obligation de payer. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je l'ai entendu déglutir, puis dire d'une voix basse, « Je comprends, madame, mais la famille nous demande de poursuivre le programme. Nous avons besoin d'une confirmation claire pour éviter les problèmes. » Ne haussez pas la voix et ne les insultez pas, lui ai-je dit. Faites ce que le protocole dicte. S'il n'y a pas assez d'argent, arrêtez le service. Je ne vais pas intervenir. Cela dit, j'ai raccroché et j'ai laissé le téléphone sur la table comme s'il s'agissait d'un morceau de glace. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais me mettre à trembler, que j'aurais peur d'être accusé de ridiculiser la famille de mon mari. Mais étrangement, j'ai ressenti une légèreté, comme si je venais de libérer un souffle que je retenais depuis longtemps. Je suis resté immobile, fixant le vide, et le téléphone a sonné à nouveau. C'était Lucia. Sa voix était basse et rapide, et la tension était perceptible. Elena, ça devient compliqué. Il venait juste de porter un toast et le présentateur allait remettre de la musique quand le directeur a dû sortir et donner l'avertissement. Je n'ai pas posé d'autres questions, j'ai juste dit, raconte-moi.
Lucia m'a dit que lorsque le directeur est sorti, la musique jouait et Isabelle a levé son verre pour remercier les membres de la famille de leur présence. Soudain, ils ont fait signe au présentateur d'arrêter. Toute la salle est devenue silencieuse. Le directeur a dit « Nous avons poliment demandé à la famille de compléter le paiement en attente afin que le programme puisse continuer. » Tu ne peux pas imaginer la scène, a dit Lucia. Le visage d'Isabelle, qui souriait et rougissait, est devenu aussi blanc qu'une feuille de papier. Je l'écoutais sans ressentir de joie, mais avec un sentiment de justice. J'ai demandé d'une voix basse, et comment Marcos a-t-il réagi? Lucia a soupiré. Il est devenu blême, paralysé comme une statue. Les membres de la famille ont commencé à se regarder et à chuchoter. Quelqu'un a même dit à haute voix, « Il fête un anniversaire en grand style et ils n'ont pas l'argent pour payer. » J'ai fermé les yeux une seconde. Je ne voulais pas que quiconque soit embarrassé, mais je ne voulais pas non plus continuer à être méprisé. La vérité est qu'il s'était mis dans cette situation seulement parce qu'il pensait que moi, comme toujours, j'apparaîtrais au dernier moment pour les sauver. Cette fois, je ne l'ai pas fait, et immédiatement cette réputation qu'il chérissait tant a commencé à se fissurer tandis que j'écoutais Lucia. Le téléphone a vibré à nouveau. C'était Marcos. J'ai décroché. Sa voix semblait tremblante, mais il essayait de paraître dur pour cacher sa panique. « Qu'est-ce que tu fous? Tu es devenue folle? Ma mère est ici devant tout le monde. » Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan, la musique interrompue et le murmure des gens. J'ai répondu d'une voix neutre, « Je ne fais rien. Je suis juste les principes de base de la finance. » Marcos a crié, « Quel principe? C'est seulement 3500 € et tu fais tout un foin. » J'ai souri amèrement. Il y a eu un bref silence, puis sa voix a baissé de ton, mêlant la colère à la peur. « Tu veux que ma mère meure de honte? » Je ne me suis pas disputé comme j'en avais l'habitude. J'ai dit lentement, en accentuant chaque mot, « Marcos, la honte n'est pas de ne pas avoir 3500 €. La honte, c'est que toute ta famille traite ta belle-fille comme un distributeur automatique. Tu m'as appelé pour payer, pas pour féliciter ta mère. » Marcos était sans voix, mais il a tenté de sauver la situation. « D'accord, c'est bon. Transfère l'argent et je parlerai à maman. » Je l'ai interrompu. « Tu n'as pas besoin de parler. Rappelle-toi juste d'une chose, je ne suis plus la personne qui nettoie silencieusement les dégâts de ta famille. » De l'autre côté, j'ai entendu la voix de ma belle-mère en arrière-plan. Isabelle lui avait probablement arraché le téléphone. Sa voix était perçante. « Elena, tu veux que toute la famille se moque de moi? Ne sois pas si cruelle. » Je ne lui ai pas crié dessus. J'ai simplement répondu par une phrase qui m'a surprise moi-même par sa froideur, « Maman, si tu as peur que les gens rient, pourquoi n'as-tu pas eu peur que ta belle-fille se sente humiliée? » Isabelle s'est étranglée puis a crié, « Tu es la belle-fille, tu dois être compréhensive. » J'ai soupiré. Être compréhensif signifie se respecter mutuellement. Si vous ne me respectez pas, ne me demandez pas d'être compréhensive. J'ai raccroché. Cette fois, je ne tremblais plus, je voyais juste une vérité très claire. Il y a un mois, j'avais discrètement commencé à séparer mes finances et à annuler la carte de crédit supplémentaire de mon mari non pas pour faire une scène, mais pour me protéger. Et cette nuit-là, quand le restaurant a arrêté le service, quand les murmures ont commencé, quand ma belle-mère s'est figée devant ses invités, j'ai compris que dès que j'arrêtais de tout porter, sa façade brillante s'effondrait, révélant son vide. Pour la première fois en 8 ans, je ne me précipitais pas pour les sauver de l'embarras. Pour la première fois, je sentais que je sortais du rôle d'étrangère dans ma propre famille, par mes propres moyens. À peine avais-je raccroché que la maison retomba dans le silence. Ce n'était pas un calme paisible, mais l'immobilité d'une corde tendue sur le point de rompre. Je me suis versé une tasse de thé chaud, je me suis assise à la table et j'ai regardé l'horloge. Je savais qu'il reviendrait, et non pas avec une explication, mais avec de la rage, avec le sentiment d'avoir été humilié devant toute la famille. Et comme toujours, ils allaient déchaîner toute leur fureur sur moi. La seule différence était que cette fois, je n'allais pas baisser la tête. Vers 22 heures, le portail du patio s'est ouvert avec un grand fracas, si brusque qu'il m'a fait sursauter. J'ai entendu les talons de ma belle-mère claquer sur le carrelage, le bruit de mon mari enlevant ses chaussures, puis la porte du salon s'est ouverte avec une force qui semblait vouloir emporter toute la maison dans sa colère. Isabelle est entrée la première, le visage rouge et les lèvres serrées.
Elle a jeté le sac à main de créateur qu'elle portait sur la table. Je n'ai pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé, elle m'a juste pointé du doigt. Sa voix était perçante, comme un sifflet. Tu as fait ça exprès pour m'humilier devant toute la famille, n'est-ce pas? On ne peut pas être plus cruel. Je suis restée assise, ma tasse de thé à la main. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai doucement posé la tasse sur la table. Je ne voulais pas que la conversation dégénère en cris, mais ces cris ne m'effrayaient plus non plus. Marcos se tenait derrière sa mère, son costume froissé et le col de sa chemise humide de sueur. Il ne me regardait pas directement. Il semblait essayer d'avaler son humiliation. Quand il a vu sa mère crier et moi toujours silencieuse, il a dit durement, c'était seulement 3500 €, et voilà que tu commences à calculer ce que tu gagnes dans tout ça. J'ai entendu cette phrase, c'était seulement 3500 €, et j'ai senti un autre frisson me parcourir l'échine. C'était la même phrase qu'il m'avait dite il y a des années à propos des 2000 € qu'il avait donnés à sa mère pour ce prétendu investissement. Pour lui, l'argent était un problème mineur, tant qu'il n'avait pas à assumer de responsabilité. Mais pour moi, ce n'était plus une question d'argent. J'ai regardé Marcos droit dans les yeux et j'ai dit calmement, pour toi, c'est juste 3500 €, mais pour moi, c'est une question de respect. Marcos est resté silencieux. Isabelle a laissé échapper un rire méprisant, un rire amer et condescendant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard sans ciller. Je lui ai posé une question que je réprimais depuis 8 ans, en d'autres termes, la belle-fille n'a pas le droit de s'asseoir à la fête, mais elle a l'obligation de payer la facture. L'atmosphère s'est figée. J'ai vu le visage de Marcos devenir pâle comme s'il avait été mis à nu devant sa propre mère. Isabelle a ouvert la bouche pour m'insulter à nouveau, mais il semblait que sa langue était liée. La question était trop claire, trop directe. Il n'y avait aucun moyen de la nier. Marcos a frappé du poing sur la table, essayant de reprendre le contrôle. N'exagère pas. Je me suis levé lentement. Je n'avais pas besoin de frapper sur la table ou de crier. Je me suis simplement levé et je l'ai regardé comme on regarde quelqu'un en qui on a autrefois eu confiance et qu'on a aimé, mais qui ne vous inspire plus que de la fatigue. Aller trop loin, c'est ce que toi et ta mère avez fait en me traitant comme une étrangère pendant 8 ans. Aller trop loin signifierait laisser ta mère dire que je créais des problèmes et m'interdire d'entrer à la fête de ma propre famille. Trop, c'est que tu ne te sois souvenu de moi que lorsqu'il y avait une facture à payer. Isabelle a soudainement changé de tactique. Elle a cessé de crier et sa voix est devenue froide, comme si elle sortait sa dernière arme pour me menacer. Elle a pointé le sol et a dit durement, dans ce foyer, à qui penses-tu parler? Cette maison est au nom de mon fils. Pour qui te prends-tu pour élever la voix? En entendant cela, Marcos a semblé se raccrocher à une bouée de sauvetage. Il a hoché la tête et a ajouté, exactement, tu es ici grâce à moi. Ne l'oublie pas. J'ai entendu cela et j'ai ressenti un élancement de douleur, mais il est passé rapidement, laissant place à la clarté. Il s'avère qu'au fond de lui, il pensait vraiment que je ne faisais qu'emprunter sa vie. Il s'avère que j'avais essayé de maintenir un foyer qu'ils avaient toujours considéré comme le leur. J'ai souri amèrement, pas de joie, mais parce qu'ils disaient enfin ce qu'ils avaient toujours pensé. J'ai regardé Isabelle, j'ai regardé Marcos, et je suis allé au tiroir sous le meuble de cuisine. J'ai marché d'un pas ferme, sans hâte, sans trembler. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti un dossier épais et soigneusement rangé, et je l'ai posé sur la table avec un bruit sec, juste entre deux. Le son du papier contre le bois a résonné clairement dans la pièce tendue. Isabelle a regardé le dossier comme s'il s'agissait de quelque chose de détestable, puis a levé les yeux en me lançant un regard noir. « Quel autre tour nous joues-tu » Je n'ai pas répondu immédiatement, j'ai juste demandé lentement, « Maman, tu viens de dire que cette maison est au nom de ton fils, n'est-ce pas ?» Marcos a froncé les sourcils et a essayé d'ouvrir le dossier, mais j'ai arrêté sa main du regard. Je ne l'ai pas touché, mais mon geste a suffi à le figer, comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. J'ai dit quelque chose doucement, mais c'est tombé comme une pierre, il y a des choses que je n'ai pas dites jusqu'à présent, mais cela ne veut pas dire que je ne les connais pas. Isabelle a froncé les sourcils. Son expression a commencé à vaciller. Malgré tout, elle a essayé de garder une voix ferme. Qui essaies-tu de faire peur? Tu crois que j'ai peur de toi? Je ne lui faisais pas peur, je les laissais simplement comprendre par eux-mêmes. Marcos a enfin ouvert le dossier. J'ai vu son expression changer. De la colère,
il est passé à la stupéfaction, puis à la confusion. Il a rapidement lu une ligne et a relevé brusquement la tête pour me regarder. Ceci, a-t-il bégayé. Isabelle le lui a arraché. Ses yeux ont parcouru le document et son visage s'est durci. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis resté là, laissant la vérité faire son œuvre. À cet instant, la maison tomba dans un silence absolu. Il n'y avait plus de cris ni de coups sur la table, seule la respiration saccadée de Marcos et le bruit de ma belle-mère déglutissant remplissaient l'air. Isabelle a essayé de retrouver sa voix, mais je pouvais entendre le tremblement dans chaque mot. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je l'ai regardé et j'ai dit lentement, fermement, je ne compte rien faire. Je veux juste que tu me parles à partir d'aujourd'hui depuis la position que je mérite. Je suis la belle-fille, je suis l'épouse, et je suis celle qui contribue à ce foyer. Je ne suis pas un distributeur automatique ou une étrangère. Marcos a dit, sa voix dure mais manquant désormais d'assurance, qu'est-ce que tu veux? Une vengeance? J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de vengeance, je veux juste arrêter de subir ça. Je les ai regardés tous les deux et j'ai vu que pour la première fois, ils ne me méprisaient pas et ne me jugeaient pas. Ils se tenaient devant une porte dont ils ne savaient pas que j'avais la clé. Et je savais qu'à partir de ce moment, la dispute ne porterait pas sur les 3500 € pour une fête, mais sur la façon dont ils m'avaient traité ces 8 dernières années. Je n'avais pas besoin de crier pour gagner, j'avais juste besoin de dire la vérité. Je les regardais directement. Je ne les ai pas laissés dans le suspense longtemps. Je me suis assise en face d'eux. J'ai posé mes mains sur le dossier et je les poussai vers eux d'un geste décisif. Marcos a ouvert la première page. Ses yeux parcouraient les lignes comme s'il cherchait une phrase qui le rassurerait. Isabelle le lui a arraché comme si elle craignait que je ne le cache. Quelques secondes plus tard, j'ai vu ses lèvres trembler. Elle a lu la section avec le nom du propriétaire et a relevé brusquement la tête pour me regarder. Son regard n'était plus agressif, c'était un mélange de surprise et de confusion. Le nom du propriétaire sur le titre de propriété était Elena Valverde Ruiz. Pas Marcos, pas Isabelle, pas la famille Aguilar. La maison qu'ils appelaient la maison de mon fils était en fait à mon nom, avec tous les documents en règle et les sceaux correspondants. Je les ai regardés et j'ai dit d'une voix lente, mais froide, cette maison. Mes parents l'ont payée, et elle est à mon nom. Quand nous l'avons achetée, j'ai laissé Marcos signer le prêt également pour qu'il paraisse bien devant sa famille. Mais à proprement parler, il n'est qu'un co-emprunteur sur le prêt, pas le propriétaire. Marcos a semblé avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Il tournait les pages encore et encore avec des mains tremblantes. Sa voix s'est brisée. Pourquoi me l'as-tu caché? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que tu n'as jamais demandé. Prononcer cette phrase m'a causé une douleur profonde parce que c'était la vérité. En 8 ans de vie commune, il ne s'était jamais demandé comment je réussissais à acheter la maison, à payer les mensualités et à m'occuper de tant de choses pour sa famille. Il s'était habitué à recevoir, à considérer cela comme acquis, comme mon obligation, et quand un problème survenait, tout ce qu'il savait dire était « sois patiente ». Isabelle a réussi à parler à ce moment-là, mais ce n'était plus pour insulter. Elle a dit comme si elle crachait chaque mot, « tu nous as trompés ». J'ai souri amèrement, sans moquerie. Je n'ai trompé personne. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que la famille était un endroit où l'on pouvait se soutenir mutuellement. Mais vous, maman, vous avez utilisé mon silence pour me piétiner. J'ai marqué une pause et j'ai prononcé la phrase que je retenais depuis cette nuit-là, « Si je suis une étrangère, comme vous le dites, alors j'invite mon mari et vous à quitter ma maison. » Dès que j'ai fini la phrase, c'était comme si l'air disparaissait de la pièce. Marcos a bondi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je suis restée assise, calme. J'ai parlé très clairement. Marcos a dit d'une voix dure, mais sans la confiance d'auparavant, « N'exagère pas. C'est la maison du couple marié. » J'ai répondu, « Le mariage ? Un mariage où, quand ta mère organise une fête, tu dis à ta femme de rester à la maison pour ne pas se faire remarquer ? Un mariage où tu appelles ta femme pour payer une facture comme si elle était une employée ? » Marcos était sans voix. Je l'ai regardé et j'ai ajouté, juste pour que ce soit clair, à partir d'aujourd'hui, n'utilise plus jamais le mot mariage pour me forcer à avaler d'autres humiliations. Isabelle serrait son sac fermement, ses yeux étaient rougis, elle ne savait pas si c'était de colère ou de peur. Elle a changé de ton rapidement,
utilisant la voix de quelqu'un qui menace d'abord puis devient docile quand il voit qu'il n'a pas d'issue. Elle a dit à voix basse, « Ma fille, nous sommes une famille. Tout peut se discuter calmement. Si tu fais ça, les gens vont rire. » J'ai entendu le mot « famille » et j'ai ressenti une immense amertume. Je l'ai interrompu immédiatement. « Quand vous avez organisé la fête, m'avez-vous considéré comme faisant partie de la famille ?» Isabelle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Elle ne pouvait pas répondre. Marcos a regardé sa mère, puis moi. Ses yeux reflétaient une confusion totale, comme s'il venait de perdre le sol sous ses pieds. Il a tenté de sauver la situation. « Elena, j'étais en colère aujourd'hui. » J'ai dit ça sans réfléchir. « Ne le prends pas mal. » J'ai baissé la tête et je lui ai posé une seule question, « Étais-tu en colère, ou est-ce ce que tu penses depuis longtemps ?» Marcos est resté silencieux, et ce silence m'a fait comprendre. Ce n'était pas seulement cette nuit-là qu'il m'avait méprisé, il le faisait depuis longtemps, seulement avant je n'avais pas été assez ferme pour le forcer à l'admettre. Je me suis levé, j'ai repris le dossier et je l'ai rangé comme si je fixais une limite. J'ai dit clairement, je ne vais mettre personne dehors au milieu de la nuit. Je ne suis pas aussi cruel que vous le pensez, mais à partir de maintenant, les choses doivent être claires. J'ai regardé directement Isabelle. Maman, si vous voulez rester, ce sera en tant que belle-mère qui respecte sa belle-fille, pas comme la propriétaire de ma maison. Et toi, Marcos, si tu veux continuer à vivre ici, ce sera en tant que mari, pas comme quelqu'un qui envoie sa femme payer ses factures et lui interdit ensuite d'apparaître en public. Isabelle commençait à paniquer sérieusement. Elle regardait autour d'elle le canapé, le réfrigérateur, la table de la salle à manger, comme si pour la première fois elle réalisait qu'elle ne contrôlait rien. Ses lèvres tremblaient. « Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire d'autre ?» J'ai répondu brièvement, « Pour l'instant, rien. Je dis juste la vérité à toi et à ton fils. » J'ai marqué une pause et ajouté, ma voix douce mais dure comme le roc, et la vérité, c'est que je n'ai plus peur d'être ridicule. Marcos a dégluti, ses épaules se sont affaissées, et il a murmuré, « Elena, tu as changé. » Je l'ai regardé et je ne ressentais plus la colère d'avant, seulement une profonde lassitude. Je n'ai pas changé, j'ai juste arrêté d'être stupide. Dire cela m'a fait mal, même à moi. Mais si cela ne faisait pas mal, je retomberais dans le même cercle vicieux. L'atmosphère était pesante. Pour la première fois, je les voyais effrayés. Ils n'avaient pas peur de mes cris, ils avaient peur de mon calme, des documents clairs, et du fait que je ne me précipitais plus pour sauver leur réputation. Mais dans leur peur, j'ai aussi vu quelque chose d'autre commencer à croître dans leurs yeux, du ressentiment, de la fierté blessée. Et j'ai compris que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas terminé. Ils n'abandonneraient pas facilement, et je n'étais plus la femme qui s'excusait juste pour maintenir la paix à la maison. Cette nuit-là, après avoir clarifié les limites, Isabelle et Marcos ont cessé de crier. Ils sont montés dans leur chambre en silence, claquant la porte derrière eux, mais sans proférer d'autres insultes. Je n'ai pas cherché de victoire verbale non plus. J'ai juste senti que la maison était soudainement devenue plus grande, si grande qu'elle semblait froide. J'ai débarrassé la table, lavé la tasse de thé, éteint les lumières de la cuisine et je suis allé dans ma chambre, mais je ne me suis pas endormi tout de suite. Je savais que quand les gens sont acculés par la vérité, ils ne deviennent pas amicaux. Ils cherchent soudainement une autre issue, et cette autre issue est généralement la plus sale. Pendant les 2 jours suivants, la maison fut étrangement calme. Isabelle ne me critiquait pas, ne m'appelait pas dans la cuisine et ne faisait pas ses remarques sarcastiques habituelles. Elle passait la journée assise dans le salon à regarder la télévision avec une expression glaciale. Marcos rentrait du travail, dînait et allait directement dans sa chambre sans dire un mot ni même me regarder. Si j'avais été l'Elena d'autrefois, j'aurais peut-être été heureuse, pensant qu'ils avaient enfin compris et que la paix était revenue. Mais je voyais clairement que ce silence n'était pas la paix, c'était le calme avant la tempête. Le 3e soir, je suis descendu à la cuisine pour un verre d'eau et j'ai entendu ma belle-mère parler au téléphone dans le salon. Sa voix n'était plus perçante, elle était basse et sifflante, la voix de quelqu'un qui complote. Je me suis arrêté derrière la porte. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais la première phrase que j'ai entendue m'a glacé le sang, « Écoute-moi. La maison est à son nom, alors nous devons l'attaquer là où ça fait le plus mal. » Elle parlait à une femme, probablement sa sœur. Isabelle continuait lentement, accentuant chaque mot. Nous devons ternir sa réputation pour qu'elle nous rende la maison.
Si elle est prise dans un scandale, elle reculera. Ce qu'elle craint le plus, c'est de paraître mal devant les gens. J'étais pétrifié. J'ai compris que pour elle, ce n'était plus une question de belle-mère et de belle-fille. C'était une lutte de pouvoir, une guerre dans laquelle elle était prête à utiliser le scandale pour me briser. Je me suis reculé silencieusement et je suis retourné dans ma chambre comme si je n'avais rien entendu. Mais à partir de ce moment, mon attitude a changé. Je ne pensais plus à maintenir l'harmonie. J'ai compris qu'il préparait une attaque. Dans les jours qui ont suivi, Marcos a commencé à se comporter de manière étrangement polie. Il ne s'excusait pas, mais il ne cherchait pas de dispute non plus. Il disait un mot gentil ici et là, comme s'il tâtait le terrain pour voir si je m'attendrissais. Une fois, il m'a même demandé si j'étais fatigué. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai ri. En 8 ans, il ne m'avait jamais posé cette question quand je faisais tout pour lui, et maintenant il la posait non par affection, mais par peur que je ne les mette réellement dehors. Je lui répondais par des monosyllabes, sans laisser paraître que j'étais sur mes gardes. Une semaine plus tard, un lundi matin, dès mon arrivée au bureau, j'ai reçu un appel des ressources humaines. La voix de la directrice était très sérieuse. « Elena, la direction vous attend dans la salle de réunion. Vous devez clarifier quelque chose. » Quand j'ai entendu cela, mon cœur a fait un bond. Un revirement complet. Je travaille dans la finance. Je sais exactement ce que signifie le mot « clarifier ». Je suis monté à la salle de réunion avec le cœur lourd. À l'intérieur se trouvait le directeur financier, le responsable de l'audit interne et quelqu'un du service juridique. Personne ne souriait. Ils ont placé un dossier devant moi. L'auditeur est allé droit au but. L'entreprise a reçu une plainte anonyme suggérant que vous pourriez être impliqué dans le détournement de fonds d'un projet. J'étais stupéfaite. Détournement de fonds. Ai-je répété comme si j'avais mal entendu. Ils m'ont tendu le dossier. La plainte était très détaillée. Ce n'étaient pas des accusations vagues. Elle mentionnait le nom du projet, les dates des transferts, et affirmait même que j'avais manipulé les chiffres pour détourner de l'argent via un compte intermédiaire. À la fin du document, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé sur place, une copie des relevés d'un de mes anciens comptes bancaires avec des captures d'écran de transactions datant de plusieurs mois. Cette information n'était pas accessible à n'importe qui. Pour l'obtenir, il fallait savoir quel compte j'avais utilisé, quel transfert j'avais effectué et comment j'opérais. Je me suis assise le dos droit, essayant de rester calme. Une seule pensée occupait mon esprit, cela ne pouvait provenir que de quelqu'un à l'intérieur de ma maison. Je ne suis pas du genre à étaler mes comptes bancaires, et encore moins à transporter mes relevés. Mais ils avaient vécu avec moi. Ils avaient vu, entendu et fouiné pendant longtemps, et ils avaient utilisé cette familiarité pour me poignarder dans le dos. J'ai demandé, d'où vient cette plainte? La personne du service juridique a répondu, c'est anonyme, mais le contenu est si spécifique que l'entreprise est obligée d'ouvrir une enquête. J'ai hoché la tête. Le protocole. Je ne blâmais pas l'entreprise. Je sentais juste le froid de la trahison. Cet après-midi-là, je suis rentré plus tard que d'habitude. Au moment où je suis entré, j'ai vu ma belle-mère assise dans le salon avec une tasse de thé et une expression terriblement calme. Elle m'a toisé de haut en bas et a prononcé une phrase aussi douce qu'une brise, mais aussi acérée qu'une aiguille, une femme d'affaires avec une telle réputation. Qui va lui faire confiance, chérie? Je me suis arrêté net. Je n'ai pas demandé si c'était elle. Je savais qu'elle nierait. Mais ces mots étaient une déclaration de guerre. Elle avait agi, et elle voulait que je le sache. Marcos est sorti de sa chambre, m'a jeté un coup d'œil et s'est détourné immédiatement. Son regard était fuyant, le regard de quelqu'un qui sait ce qui se passe mais feint l'ignorance. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Ce n'était plus une affaire de famille. Ils y avaient traîné ma carrière, attaquant directement là où ils pensaient que cela me ferait le plus mal, mon honneur, ma réputation, le travail pour lequel j'avais tant travaillé. J'ai parfaitement compris leur objectif. Si je paniquais, je céderais. Si j'avais peur de perdre mon emploi, je me rendrais. Si je m'inquiétais du scandale, je retirerais mes paroles et redeviendrais le distributeur docile que j'avais toujours été. Mais ils ne savaient pas une chose, je pouvais endurer, je pouvais être patiente, mais je n'étais pas assez idiote pour les laisser m'étrangler une seconde fois. Et à partir du moment où ils ont choisi de jouer sale,
j'ai compris que je ne pouvais plus simplement me défendre. Je n'avais pas encore abattu ma dernière carte. Je comprenais les conséquences d'utiliser l'honneur de quelqu'un comme arme de chantage. Cette nuit-là, après les commentaires de ma belle-mère sur ma réputation, je ne me suis pas disputé. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise à mon bureau, suivant l'instinct de tout professionnel de la finance. En cas de crise, on ne crie pas et on ne panique pas, on examine les données. J'ai ouvert mon ordinateur portable, accédé à mes fichiers et extrait tout l'historique de mes transactions des 3 dernières années, en examinant chaque ligne. Je savais une chose, l'accusation anonyme visait à me détruire par l'incertitude, en me faisant craindre ce qu'il pouvait savoir. Mais j'étais différente. Je ne crains que ce qui n'a pas de preuves. Lorsqu'il s'agit de chiffres, de transactions et de documents, je sais comment découvrir la vérité. J'ai créé un tableur et filtré tous les transferts qui avaient quitté mes comptes personnels, ceux que je considérais autrefois comme de l'argent pour la maison, pour maman ou pour des investissements. Je me souvenais parfaitement des 2000 € d'il y a un an car c'était la première fois que je m'étais senti lésé. J'ai retracé l'historique de ce transfert. J'ai vérifié la date, l'heure et le destinataire, et je suis devenu de plus en plus inquiète. Le destinataire n'était pas un fonds d'investissement, c'était un compte au nom d'un parent de ma belle-mère, coïncidant avec quelque chose que je l'avais entendu dire au téléphone. J'ai vérifié plusieurs fois et j'ai comparé avec d'autres transferts, 500 €, 700 €, 10 000 €. Ils suivaient tous le même schéma. L'argent quittait mon compte, mais sa destination était tout sauf transparente, et surtout, il n'allait pas aux dépenses familiales comme il le prétendait. Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Je savais que pour contre-attaquer, je devais être sûr. J'ai appelé une connaissance qui travaillait dans une étude de notaire et je lui ai demandé de vérifier les informations juridiques sur un terrain que ma belle-mère avait mentionné en passant quelques mois plus tôt. Je me souvenais de ce qu'elle avait dit à l'époque, bien que je pensais qu'elle se vantait simplement, « Bientôt, nous aurons un terrain dans la famille pour que nos enfants et petits-enfants puissent aller de l'avant. » À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi, mais maintenant je devais savoir au nom de qui il était. Quelques heures plus tard, ma connaissance m'a envoyé un message avec des informations qui m'ont stupéfaite. Le terrain était enregistré au nom du frère d'Isabelle, et les dates du dépôt et du paiement coïncidaient avec celles de mes transferts. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il s'avérait que l'argent qu'il m'avait pris sous prétexte d'aider la famille ou de couvrir des dépenses avait fini par financer un investissement au nom de quelqu'un d'autre, sans aucun lien avec notre vie commune. Je n'avais plus de doute. J'ai commencé à imprimer et à sauvegarder tous les relevés, historiques de transactions, captures d'écran, anciens messages et même certains enregistrements vocaux que je ne pensais jamais utiliser. J'ai tout organisé comme si je préparais un rapport d'audit car je comprenais que si je me battais avec mes émotions, je perdrais. Seuls les documents font taire les gens. Le lendemain, j'ai contacté un avocat. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, je suis allé droit au but, je suis diffamé dans mon entreprise et je soupçonne ma propre famille d'en être à l'origine. J'ai besoin de conseils sur la diffamation et la protection de ma réputation et de mes actifs. L'avocat m'a demandé si j'avais des preuves. J'ai dit oui. J'avais juste besoin d'une stratégie juridique. Le simple fait de dire cela m'a permis de respirer à nouveau. Au moins, je n'étais plus seul. Après la consultation, je ne suis pas rentré agressivement. J'ai continué à cuisiner, à aller au travail et à agir normalement. Je ne voulais pas qu'ils sachent jusqu'où les choses étaient allées. Les personnes manipulatrices ne craignent qu'une chose, que l'on découvre ce qu'elles pensent avoir bien caché. J'ai gardé une expression calme pour qu'ils continuent à me faire confiance. Ma belle-mère était toujours dans le salon, me jetant un coup d'œil de temps en temps. Mon mari m'évitait toujours. Je les ai laissés faire. Je n'avais pas besoin qu'ils me disent la vérité, j'avais besoin qu'ils tombent dans leur propre piège. 3 jours plus tard, j'ai discrètement envoyé un message à certains des parents les plus proches, ceux qui avaient le plus d'influence dans la famille. Je n'ai accusé personne, j'ai juste écrit une phrase très douce, je vous invite tous à déjeuner ce dimanche. J'aimerais clarifier les choses afin de ne pas porter un fardeau qui n'est pas le mien. J'ai utilisé le mot culpabilité à dessein. Les gens, en l'entendant, comprendraient qu'il ne s'agissait pas d'une colère passagère, mais d'un problème réel. Ce soir-là, j'ai envoyé un court message à Marcos, ce dimanche, je veux avoir une discussion claire devant tout le monde. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé. Sa voix était pressante. Qu'est-ce que tu comptes faire ?
Les problèmes de couple se règlent à la maison. Pourquoi impliques-tu la famille là-dedans? J'ai répondu calmement, parce que ta mère et toi avez déjà impliqué mon entreprise. Je n'ai pas d'autre choix. Marcos est resté silencieux un instant, puis a baissé la voix. J'ai souri amèrement. Depuis quand parles-tu à ta mère? J'avais à peine raccroché que ma belle-mère est apparue à la porte de ma chambre. Elle avait dû entendre. Elle a croisé les bras et a souri dédaigneusement. Quel autre tour nous joues-tu? Je l'ai regardé. Sans détourner les yeux, sans supplier, j'ai répondu par une seule phrase lente et claire, cette fois, ce n'est pas un tour. C'est la vérité. Le sourire sur son visage s'est un peu effacé, mais elle a essayé de le cacher. Quelle vérité? N'invente pas d'histoire, Elena. J'ai simplement fermé la porte, la laissant dehors avec sa colère et sa confusion. La nuit précédant ce dimanche, je suis resté seul dans ma chambre, repensant à mes 8 années de mariage comme si je regardais un film. Il y avait des scènes que j'avais essayé d'oublier pour éviter de souffrir, des moments où je m'étais blâmé, pensant que j'étais trop sensible. Mais maintenant, avec le recul, je le voyais clairement. J'avais été une bonne personne, mais j'avais vécu dans une famille qui ne valorisait pas la gentillesse. Ils la considéraient comme acquise et l'exploitaient. Je me disais cela, non pas pour me venger de qui que ce soit, mais pour rester ferme. Si cela devait se terminer, que ce soit avec honneur. Je pouvais perdre un mariage, mais je ne pouvais pas me perdre moi-même. J'ai organisé les documents dans des dossiers, préparé ce que j'avais à dire et ce que j'avais à prouver. Je n'avais pas besoin d'humilier qui que ce soit avec des mots, j'avais juste besoin de leur montrer que tout laisse une trace. Et quand les traces forment une ligne droite, personne ne peut le nier. Ils voulaient que je baisse la tête, mais ce dimanche serait le jour où ils devraient baisser la leur. Le dimanche matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude, non par enthousiasme, mais parce que je voulais que tout soit ordonné et clair, tout comme la conversation que j'allais avoir. J'ai préparé de la soupe chaude et quelques plats simples. J'ai dressé la table avec soin. Je ne le faisais pas pour plaire à qui que ce soit, mais parce que je voulais qu'ils voient que j'étais une personne décente lorsqu'ils entraient chez moi, et non la femme hystérique qu'ils voulaient dépeindre. Vers midi, les proches ont commencé à arriver. Certains se sont assis au salon, d'autres m'ont aidé à mettre la table. Je les ai accueillis normalement, d'une voix douce, sans rien mentionner de mes problèmes. Plus j'étais calme, plus je me sentais confiante. Je savais que celui qui s'emporterait perdrait. Isabelle est arrivée la dernière. Elle portait une robe sombre, un épais collier en or, les cheveux tirés en arrière et le visage très maquillé. Elle est entrée chez moi comme si elle était la propriétaire des lieux. Dès qu'elle s'est assise, elle m'a toisé de haut en bas et a prononcé une phrase pour tâter le terrain, d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Si tu t'excuses aujourd'hui, je laisserai passer. Ne te ridiculise pas à nouveau. Toute la pièce est devenue silencieuse. Les membres de la famille ont échangé des regards, certains fronçant les sourcils. Je suis resté debout, la main posée sur le dossier d'une chaise. Je l'ai regardée sans sourire ni me mettre en colère. Je voyais seulement qu'elle n'était pas venue pour parler, mais pour me forcer à me mettre à genoux. Marcos était assis à côté de sa mère. Avec une expression forcée, il a essayé de sourire. Elena, tu t'es trop emportée. Tout peut se discuter. Il n'y a pas besoin d'agir ainsi entre mère et fille. J'ai entendu mère et fille et j'ai ressenti un goût amer dans la bouche. Quand elle avait besoin que je paie, elle était une étrangère. Quand elle avait besoin de sauver les apparences, elle était une fille. Je me suis assise en face d'eux sans hésiter. J'ai posé mon téléphone sur la table, activé l'enregistreur vocal et je les ai regardés tous les deux. Aujourd'hui, je ne vais pas argumenter, je vais seulement parler avec des preuves. En parlant, j'ai vu les yeux de Marcos cligner rapidement. Isabelle s'est figée un instant. Les manipulateurs craignent le mot preuve. J'ai sorti un dossier de mon sac, je l'ai posé sur la table et j'ai désigné une plainte anonyme. C'est la plainte qui est arrivée à mon entreprise, ai-je dit lentement et clairement pour que tout le monde puisse entendre. Elle dit que j'ai détourné des fonds d'un projet et inclus des relevés d'un ancien compte et des informations internes. J'ai levé les yeux et j'ai demandé directement, sans accuser, en me concentrant sur les faits, qui a fait ça? L'atmosphère s'est glacée, les visages des membres de la famille ont changé. Il ne s'agissait plus d'une dispute entre belle-mère et belle-fille, c'était quelque chose qui pouvait avoir des conséquences juridiques,
affecté mon honneur et mon travail. Isabelle a immédiatement endossé le rôle de victime, levant les mains au ciel. Grand Dieu, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est ton problème. Pourquoi accuses-tu ta belle-mère? Je suis une femme âgée. Qu'est-ce que je sais des plaintes et de tout ça? Je ne lui ai pas répondu, je l'ai juste regardé et j'ai dit, je n'accuse pas. Je demande parce qu'une personne extérieure ne connaîtrait pas ces détails. Elle était sur le point de crier à nouveau, mais je n'ai pas laissé la conversation dévier sur le sujet de la belle-fille impertinente. J'ai changé de sujet, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel vidéo. Lucia, la gérante du restaurant, est apparue à l'écran. Elle m'a salué et j'ai dit, devant tout le monde, « Lucia, s'il te plaît, dis-nous ce qui s'est passé lors de l'anniversaire de ma belle-mère. As-tu reçu des instructions me concernant ?» Lucia, bien qu'un peu mal à l'aise, a parlé clairement. Oui. La famille nous a donné pour instruction que si Madame Elena se présentait, nous ne devions pas la laisser entrer à la fête, discrètement. Un murmure a parcouru la salle. Je n'ai regardé personne, j'ai juste laissé ces mots tomber. Lucia a continué d'une voix basse mais claire. La personne qui nous a donné l'ordre était sa belle-mère. Madame Isabelle a dit qu'elle avait peur qu'Elena lui fasse honte parce que tous les invités étaient des gens importants. Isabelle a bondi, comme si de l'huile bouillante avait été versée sur elle. Elle ment. Elle l'a certainement soudoyée. Je l'ai interrompue avec le même calme. Maman, il n'y a pas besoin d'insulter qui que ce soit. Réponds juste. L'as-tu dit ou non? Isabelle a bégayé. J'ai juste dit de l'organiser correctement. Elle était très sensible à ce moment-là. Un oncle plus âgé de la famille, un homme de peu de mots mais très respecté, s'est adressé à Isabelle. Lors d'une fête d'anniversaire, tu fais payer la facture à ta belle-fille et ensuite tu ne la laisses même pas entrer. Penses-tu que ce soit correct? La question fut comme un coup de marteau. Isabelle resta immobile, son visage passant du rouge au blanc. Marcos, voyant que la situation tournait contre lui, essaya de détourner l'attention. Les problèmes familiaux ne s'étalent pas devant tout le monde. On en parle à la maison. Je me suis tourné vers Marcos avec un léger sourire amer. À la maison? Si c'est à la maison, pourquoi as-tu impliqué mon entreprise là-dedans? Marcos a sursauté. J'ai continué, mes mots n'étaient pas durs, mais ils étaient tranchants. Tu veux que ce soit une affaire de famille? Mais tu n'as pas hésité à détruire la carrière de ta femme. Les membres de la famille commencèrent à regarder Marcos différemment. Il n'était plus le fils respectueux, mais un homme qui jouait sale avec sa propre femme. Isabelle essaya de se mettre à pleurer d'une voix pitoyable. Tu exagères en me faisant passer pour une méchante devant toute la famille. Je ne te fais pas passer pour une méchante, ai-je répondu honnêtement. Tu ne parais pas méchante à cause de ce que je dis, tu parais méchante à cause de ce que tu fais. La pièce tomba dans le silence. Je savais que si je m'emportais, tout se transformerait en un concours de cris. Je n'allais pas le permettre. Je me suis levé, j'ai reculé ma chaise et j'ai regardé toutes les personnes présentes avant de dire fermement, à partir de cet instant, je ne débattrai plus. Je vais annoncer les faits. Personne ne dit rien. Je pouvais même entendre leur respiration. Isabelle serrait les mains si fort que ses articulations étaient blanches. Marcos était aussi raide qu'une statue. Les membres de ma famille me regardaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, comme si une bombe était sur le point d'exploser au milieu de la maison. Et j'ai compris que le plus dur n'était pas de parler, mais d'empêcher ma voix de trembler. Alors que j'étais sur le point de déchirer le voile qu'ils avaient utilisé pendant 8 ans pour m'opprimer, j'ai dit, je vais annoncer les faits. L'assistance a retenu son souffle. Je n'ai pas laissé le silence s'éterniser car cela leur aurait donné le temps de changer de sujet. J'ai ouvert le premier dossier, j'ai sorti une pile de relevés bancaires et je les ai posés sur la table, en désignant une transaction marquée. Ceci est le transfert de 2000 € que Marcos a dit avoir donné à sa mère pour un investissement, ai-je dit lentement et clairement. Et voici le compte bénéficiaire. J'ai montré le nom du titulaire. Ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est le compte d'un proche du côté de ma mère. Un murmure se fit entendre. Une cousine se pencha en avant pour mieux voir, les yeux grands ouverts. Un oncle plus âgé soupira d'incrédulité. Isabelle sursauta. C'est un mensonge. Et alors si j'ai fait un investissement? C'est de l'argent familial pour l'avenir de nos enfants.
Je n'ai pas discuté pour savoir si c'était un investissement ou non, j'ai juste répondu la vérité. Je suis passé au deuxième dossier montrant des transferts de 500 €, 700 € et 100 € avec des dates précises. Ce n'était pas arrivé qu'une seule fois, c'était arrivé de nombreuses fois. Et toujours dans le même sens. Marcos était paralysé, le regard fixé au sol, mais je ne me suis pas attardé sur l'argent. Je savais que si je ne parlais que d'argent, il dirait que j'exagérais pour quelques billets. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un court enregistrement vocal. Dans la partie que j'avais éditée, la voix de ma belle-mère résonnait, claire et sifflante, la maison est à son nom. Nous devons ternir sa réputation pour qu'elle prenne peur et qu'elle lâche l'affaire. La pièce devint glaciale. Quelqu'un ouvrit la bouche mais ne put parler. D'autres regardaient Isabelle comme si elle était une étrangère. J'ai éteint l'enregistrement et j'ai levé les yeux. « Maman, veux-tu toujours dire que je mens ?» Le visage d'Isabelle pâlit. Elle frappa sur la table, essayant de reprendre le contrôle par le bruit. « Tu m'as enregistré en secret. Tu es sans gêne. » En entendant sans gêne, j'ai ressenti de la tristesse. De la tristesse parce qu'elle s'était habituée à m'insulter pour m'abaisser. Mais cette fois, je n'ai pas tremblé. J'ai répondu avec chaque mot tombant comme une aiguille. Sans gêne est celui qui profite des efforts des autres et les appelle sa belle-fille. Marcos, à ce moment-là, s'agita, bondit et essaya de m'arracher les papiers. « Elena, va là-bas. » Je l'ai fixé. Ma voix n'était pas forte, mais elle était tranchante. Tout le monde resta immobile. Peut-être ne pensait-il pas que j'oserais dire cela devant la famille, mais je ne le disais pas pour les menacer, je le disais pour arrêter leur tentative de manipulation de la vérité. Les preuves étaient sur la table et personne n'allait les détruire. Je suis passé à la partie la plus importante, celle qui, je le savais, changerait le cours de tout. J'ai placé la plainte anonyme sur la table, accompagnée d'une copie de l'historique de connexion du compte de messagerie familiale que j'avais demandé au service informatique. La plainte envoyée à mon entreprise n'est pas une invention, ai-je dit en regardant Marcos. Elle a été envoyée depuis une adresse email que seul quelqu'un de la famille connaît, et l'appareil qui a été utilisé pour l'envoyer. Je lui ai tendu une autre feuille de papier. C'était ton ordinateur. Ce fut un coup direct. J'ai vu Marcos bégayer avec les lèvres tremblantes. Je ne l'ai pas laissé inventer d'excuses. Je l'ai interrompu. L'appareil était le tien. Ne me dis pas que l'email s'est envoyé tout seul. Un proche s'exclama, mon Dieu. D'autres regardèrent Marcos avec déception. Isabelle s'affaissa dans sa chaise. N'ayant plus d'issue, elle changea de tactique. Elle commença à pleurer de manière très théâtrale. Je l'ai fait pour mon fils. Il t'a épousé, et tu ne l'écoutes pas. Tu n'as jamais été docile. Tu n'as jamais cédé. L'écouter m'épuisait. Quand ils ont tort, ils appellent cela de l'inquiétude. Quand je me défends, ils disent que je ne connais pas ma place. J'ai regardé les membres de la famille puis elle, en prononçant la phrase que j'avais préparée. Il n'y a pas besoin de crier, dis juste la vérité. Tu dis que tu te soucies de ton fils, et pourtant tu lui apprends à trahir sa femme et à détruire sa carrière. Est-ce de l'inquiétude ou de la destruction? La phrase tomba dans un silence de mort. Un homme de fort caractère se frappa le genou. Si c'est vrai, vous êtes une personne très tordue. Une autre ajouta, quel mal cette fille a-t-elle fait pour mériter un tel traitement? Je n'avais besoin de personne pour me défendre. Mais avec la vérité au grand jour, même la famille ne pouvait plus rester silencieuse. Isabelle paniqua, je le vis vraiment dans ses yeux. Marcos s'affaissa sur sa chaise comme si toute son énergie s'était envolée. J'ai conclu mon explication par une courte phrase. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je suis ici pour me sauver moi-même. Parce que si je reste silencieuse, c'est moi qui perdrai mon travail, mon honneur et ma vie. Quand j'eus fini de parler, l'atmosphère était toujours tendue, mais je savais que ce n'était pas la fin. Je voyais dans les yeux de ma belle-mère, outre la peur, quelque chose de très dangereux, l'orgueil blessé. Et une personne comme elle, lorsqu'elle est démasquée, recourt souvent à un dernier tour pendable. Et juste comme je le soupçonnais, Isabelle commença à halter. Elle serra sa poitrine et roula des yeux comme si elle était sur le point de s'évanouir. Dès qu'Isabelle commença à halter et à se serrer la poitrine, le salon sombra dans le chaos. Elle s'écroula sur le canapé,
les yeux révulsés, bégayant « Non, je ne peux pas respirer ». Sa voix paraissait faible, la faiblesse de quelqu'un qui veut que les autres paniquent. Si cela s'était produit il y a quelques années, je me serais excusé. Je me serais senti coupable d'avoir parlé si durement. Mais cette fois, voyant la scène, je me suis souvenu de quelque chose très clairement. Chaque fois que ma belle-mère se sentait acculée, elle recourait à la même tactique, simuler un évanouissement pour forcer les autres à reculer, puis, une fois rétablie, agir comme si de rien n'était. Je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une ambulance parce que je ne voulais pas que quiconque puisse m'accuser d'avoir mené ma belle-mère au bord de la mort. Mais en même temps, j'ai fait signe à Lucia, que j'avais invitée comme témoin, de tout enregistrer. Lucia comprit instantanément et leva discrètement son téléphone, filmant à partir du moment où Isabelle serra sa poitrine jusqu'à chaque mot prononcé. Je ne le faisais pas pour humilier qui que ce soit, mais pour me protéger, car les manipulateurs ne jouent pas sale qu'une seule fois. Marcos s'agenouilla à ses côtés. Sa mère paraissait pâle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Une cousine cria pour que quelqu'un appelle une ambulance. Les gens se levèrent, certains s'éventant, d'autres cherchant de l'alcool à friction. Au milieu de l'agitation, Marcos continuait de secouer sa mère. « Maman, tiens bon. » Isabelle, les yeux fermés, continuait de gémir faiblement. Quel malheur! Ma belle-fille est en train de me tuer. En entendant cela, j'ai vu des regards dubitatifs se tourner vers moi. J'avais compris, elle essayait une fois de plus de jouer la victime. Si je perdais mon sang-froid, je perdrais tout. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit fermement, « Tout le monde, calmez-vous. J'ai déjà appelé les services d'urgence. Si quelqu'un a un mouchoir avec de l'eau de Cologne, apportez-le lui s'il vous plaît. » Mais pendant que tout le monde se concentrait sur Isabelle, je me suis baissé pour ramasser les papiers sur la table, poussé par un instinct professionnel pour qu'aucune preuve ne soit perdue. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Marcos, tout en appelant encore sa mère, tendit la main furtivement. Il saisit un dossier au coin de la table, le plia rapidement et le glissa dans la poche de sa veste. Ce fut un mouvement vif et pratiqué. Mon cœur s'emballa et je clignai des yeux. Je sus immédiatement de quel dossier il s'agissait, de celui contenant le projet d'accord de séparation et les titres de propriété. Je n'eus pas besoin de réfléchir à deux fois. Pendant que la belle-mère s'évanouissait, le mari profitait de la situation pour voler les papiers. Une coordination parfaite. Je suis allé vers la porte et je me suis tenu devant Marcos. Ma voix était froide, mais pas forte. Où penses-tu aller avec ça? Marcos sursauta, devint rouge, puis essaya de masquer sa nervosité par l'agression. Tu es folle? Ma mère est en train de mourir, et tu t'inquiètes pour des papiers. J'ai jeté un coup d'œil à sa poche puis j'ai croisé son regard. Ta mère est en train de mourir, mais tu es assez calme pour voler les titres de propriété de la maison. La phrase claqua comme un coup de feu. Tout le monde se retourna. Un homme plus âgé, resté silencieux jusque-là, s'écria, « Marcos, qu'est-ce que tu fabriques ?» Marcos, pâle, bégaya. Je voulais juste les mettre en sécurité pour qu'ils ne se perdent pas. J'ai souri amèrement. En sécurité pour qu'ils ne se perdent pas, ou pour les manipuler? Marcos me lança un regard noir. Ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai pas discuté. J'ai tendu la main fermement. Rends-les-moi. Marcos hésita, regardant sa mère comme s'il implorait son aide, et à ce moment-là, quelque chose se produisit qui figea tout le monde. Isabelle, qui était censée être inconsciente, bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent et s'ouvrirent un peu, regardant Marcos. Je t'ai parfaitement vu, ai-je dit d'une voix douce mais tranchante. Pour quelqu'un qui s'était évanoui, vous entendez remarquablement bien. Il y eut un murmure général. Quelqu'un dit avec indignation, mon Dieu, elle fait semblant. Isabelle ferma brusquement les yeux et essaya de halter plus fort, mais il était trop tard. La tromperie avait été démasquée. Acculé, Marcos trembla en sortant les papiers de sa poche, mais essaya encore de se défendre. Tu exagères. Tu ridiculises toute ma famille. Je l'ai regardé avec un calme glacial. C'est alors que les ambulanciers arrivèrent. Ils prirent sa tension artérielle et lui posèrent quelques questions. Isabelle essaya de continuer à simuler de la faiblesse, mais le tensiomètre affichait des valeurs normales.
L'ambulancier dit devant tout le monde, la dame a seulement eu une légère baisse de tension. Avec un peu de repos, elle s'en remettra. Il n'y a rien de grave. Cette conclusion fut le saut final de la farce. La pièce devint silencieuse, puis les murmures éclatèrent de plus belle. Isabelle ne pouvait plus prétendre. Elle ouvrit les yeux, pâle, non pas de maladie, mais de l'humiliation d'avoir été découverte. Elle se leva, la voix brisée. J'étais vraiment mal. Isabelle se tut. Marcos baissa la tête, les oreilles brûlantes. J'ai récupéré les papiers, les ai tenus fermement et j'ai regardé tout le monde. Je pense que vous avez déjà vu. Je ne voulais pas en arriver là. Mais si je n'avais pas été vigilante aujourd'hui, j'aurais perdu mon honneur et ma fortune en un clin d'œil. L'atmosphère était tendue, et je savais que la balance avait définitivement penché. Auparavant, il pouvait s'excuser en disant que la belle-fille était impertinente. Mais après avoir vu Marcos voler les papiers pendant que sa mère prétendait s'évanouir, toute défense était ridicule. J'ai regardé Marcos et je lui ai demandé d'une voix grave, « Me considères-tu toujours comme ta femme ? Ou ai-je toujours été seulement quelqu'un que toi et ta mère pouviez exploiter ?» Marcos ne répondit pas. Il resta silencieux, comme une statue. Et pour moi, ce silence était plus clair que n'importe quel aveu. Après ma question, la pièce n'était plus une ruche de murmures. Le silence était lourd, comme si un rocher était tombé au milieu de la pièce. Ma belle-mère était affalée sur le canapé, les mains serrées sur sa robe. Marcos se tenait près de la porte, le visage pâle et les mains tremblant encore d'avoir été découverts. Les membres de la famille se regardaient. Plus personne ne voulait défendre l'idée que le linge sale se lave en famille. Ils venaient d'assister à une mascarade pour voler des documents. Ce n'était plus un conflit familial, c'était une conspiration. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit ce que j'avais préparé la nuit précédente, bien que j'ai ressenti un pincement au cœur en le disant à voix haute devant tout le monde. Je vais demander le divorce aujourd'hui. Je l'ai dit lentement, clairement, sans crier ni pleurer. C'était une décision. Marcos, comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau froide, s'approcha de moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu veux me détruire ? Je le regardais maintenant sans colère, seulement avec une lassitude lucide. J'ai répondu fermement. Je vais juste t'empêcher de me détruire chaque jour avec ton mépris, avec ta manipulation, en utilisant mon honneur comme monnaie d'échange. Un membre de la famille soupira. Un autre hocha légèrement la tête. Je savais qu'ils me comprenaient parce qu'eux aussi avaient vécu dans des relations où le mot famille est utilisé pour forcer les gens à endurer l'inacceptable. J'ai posé le dossier sur la table et j'ai regardé Marcos. Je ne vais pas prolonger cela. Je te donne deux options ici, devant tout le monde, pour que personne ne puisse dire que je suis cruel. J'ai levé deux doigts et j'ai expliqué. Premièrement, tu signes un accord pour quitter cette maison dans 7 jours, en emportant tes effets personnels, sans toucher à aucun document et sans causer de problème. J'ai fait une pause. Deuxièmement, je dépose une plainte pour diffamation et tentative de détournement, en joignant la vidéo de ce qui vient de se passer. Et alors, cela cessera d'être un problème de couple. Marcos me regarda avec incrédulité. Tu me menaces. J'ai secoué la tête. Je ne te menace pas, je t'informe, car j'ai déjà vu jusqu'où ta mère et toi êtes prêts à aller. Vous êtes tous témoins. Je ne parle pas pour ne rien dire. J'ai des documents et des enregistrements. Isabelle bondit à ce moment-là, mais pas pour hurler. Elle tomba à genoux sur le sol. Le bruit sec de ses genoux résonna dans la pièce. Elle commença à pleurer, pour de vrai cette fois. Ma fille, j'ai eu tort. J'étais nerveuse. J'étais inquiète pour mon fils. J'avais peur d'y perdre au change. Tout le monde était stupéfait. Une tante essaya de la relever, mais elle s'accrochait au sol, comme si par ce geste elle pouvait obtenir le pardon. Si j'avais été l'Héléna que j'étais autrefois, peut-être me serais-je adouci. Mais quand je l'ai vu, mon cœur n'était plus ému. Je ne ressentais aucune satisfaction, je sentais seulement qu'il était trop tard. Je ne l'ai pas insulté, je lui ai juste dit d'une voix lente et claire qui a dû lui glacer le sang, si vous aimiez vraiment votre fils, vous lui auriez appris à être une bonne personne. Isabelle leva les yeux, rouge. Maman. Je ne la laissai pas continuer. Je lui dis sur le même ton, vous ne lui avez pas appris à aimer sa femme, vous lui avez appris à la traiter comme un outil.
Donc, avec votre permission, je cesse d'être un outil. Marcos recourut alors aux menaces, le dernier recours d'un homme aux abois. Ne pense pas que juste parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec froideur. L'argent ne me donne pas le droit de faire ce que je veux, ai-je dit. Mais l'argent et les documents me donnent le droit de protéger ce qui m'appartient et de protéger mon honneur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un email que j'avais reçu le matin même de la part de l'entreprise. Je l'ai montré à ceux qui étaient les plus proches de moi, puis je l'ai tourné vers Marcos. Le contenu était bref, la direction suspendait temporairement l'enquête car j'avais fourni la preuve que j'étais la cible d'une conspiration, et le service informatique traçait l'origine de la plainte. Je l'ai regardé. Tu ne vas pas seulement perdre ta maison. Tu es sur le point de perdre ta réputation. Marcos se figea. Il voulait parler, mais il ne savait que dire. Parce qu'il est facile de menacer une femme qui n'a que des sentiments, mais menacer une femme qui a des preuves, un avocat et un plan n'est qu'un signe de désespoir. Les membres de la famille commencèrent à discuter. Un oncle regarda Marcos. Elena a toujours été une femme décente. Pourquoi doit-elle subir cela? Une autre tante secoua la tête. Un mariage qui se traite ainsi. Où est l'affection? Personne ne cria, mais ces mots furent suffisants pour que Marcos baisse la tête et qu'Isabelle fonde en larmes, cette fois sans aucune mise en scène. Il s'agrippa à mes vêtements. Donne-moi une chance. J'ai doucement mais fermement écarté sa main. Je t'ai donné une chance pendant 8 ans. Je me suis levé et j'ai rangé tous les documents. J'ai appelé mon avocat devant tout le monde et j'ai dit brièvement, venez, s'il vous plaît, pour commencer les procédures comme convenu. Sans un mot de plus, j'ai regardé la famille et j'ai incliné la tête. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé que le repas doive se terminer ainsi. Puis je me suis tourné vers Marcos et Isabelle et j'ai prononcé mes derniers mots dans cette partie de l'histoire d'une voix que, bien que peu forte, personne n'oublierait, à partir de maintenant. Ne m'appelez plus belle-fille quand vous avez besoin d'argent. Je ne joue plus ce rôle. Une semaine plus tard, la maison était visiblement plus vide. Il n'y avait plus de pantoufles traînant sur le sol chaque matin, ni de télévision hurlant dès l'aube. Il n'y avait plus de regards interrogateurs quand je sortais de ma chambre. L'atmosphère n'était plus tendue. C'était si calme que je pouvais entendre le vent se glisser par la fenêtre et le doux sifflement de l'eau dans la bouilloire. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de vivre dans une maison qui se trouvait simplement être à mon nom. Marcos était parti, comme nous l'avions convenu. Il n'argumentait plus, il ne menaçait plus, il avait simplement rassemblé ses vêtements et quelques cartons avec ses affaires. Avant de partir, il s'est arrêté un instant, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger déclic. Pour moi, c'était le son qui mettait fin à un long calvaire de 8 ans. Je suis allé à la cuisine, au même endroit où je m'étais assise pour manger ce bol de nouilles froides. J'ai regardé la table, la chaise, le coin où la lumière jaune s'était projetée cette nuit-là. Ce jour-là, je m'étais senti humilié, dégradé au point de n'avoir plus rien à quoi me raccrocher. Aujourd'hui, debout au même endroit, je ne ressentais plus de honte, seulement de la compassion pour la femme que j'avais été et une femme qui s'était tellement efforcée de s'intégrer dans une famille qu'elle en avait oublié qu'elle méritait, elle aussi, le respect. Le samedi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Marcos. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant un moment avant de répondre. Sa voix était grave, sans son ton autoritaire habituel. J'ai eu tort. Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je l'ai écouté, et mon cœur ne s'est pas emballé comme je l'avais imaginé. Je ne ressentais plus de colère, et je n'attendais pas non plus qu'il se mette à genoux pour demander pardon. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis il dit doucement, « Je comprends. » Je ne sais pas à quel point il comprenait, mais au moins ce n'était plus des excuses. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de ma belle-mère. Pour la première fois, elle n'utilisait pas un ton autoritaire et ne me blâmait pas. Elle écrivait qu'elle était impulsive, qu'elle avait eu peur de paraître méchante, qu'elle avait eu peur de perdre son fils, et qu'elle n'avait pas pensé que les choses iraient aussi loin. Elle s'est excusée. J'ai tout lu, mais je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas en colère. J'ai simplement compris que certaines excuses arrivent après que le mal a déjà été fait. Et il y a des fissures qui, peu importe combien vous essayez de les réparer, ne sont plus jamais les mêmes.
Malgré cela, j'ai fait quelque chose qui surprendrait peut-être beaucoup d'autres. J'ai transféré une petite somme d'argent à une aide-soignante que je connaissais pour qu'elle s'occupe d'elle pendant quelques jours, puisqu'on m'avait dit que le choc l'avait vraiment affectée. Je ne l'ai pas fait par devoir de belle-fille, mais par conscience, parce que nous avions partagé un toit. Quand mes proches m'ont interrogé, j'ai été clair. Je l'aide parce que je veux être une bonne personne, pas parce que je retourne à mon ancien rôle. En disant cela, je me suis senti libéré car j'ai compris que je prenais mes propres décisions sans que personne ne m'y force. J'ai commencé à réorganiser la maison. J'ai changé la serrure de la porte d'entrée, non par peur, mais pour marquer un nouveau départ. J'ai installé des rideaux plus légers et ouvert les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Le salon, autrefois si oppressant, semblait maintenant lumineux. J'ai rangé la table et nettoyé chaque surface. Chaque geste était comme si je me réappropriais mon propre espace, un espace libre de tout jugement et de paroles blessantes. Au travail, tout est redevenu normal. La direction a confirmé que l'accusation était fausse et le service informatique en a tracé l'origine. Les rumeurs se sont tues. Je n'ai pas eu besoin de donner d'explications, j'ai juste continué à travailler comme toujours. La vérité n'est pas toujours bruyante, mais quand elle prévaut, elle suffit à réduire au silence n'importe quel mensonge. Certains soirs, je m'asseyais seul dans le salon en écoutant le tic-tac de l'horloge, et je n'avais plus peur d'être seul. Je me suis rendu compte qu'avant, je n'avais pas peur de perdre mon mari, j'avais peur de perdre l'image d'une famille parfaite. Mais à quoi bon cette image si elle est bâtie sur la souffrance et l'humiliation ? Il y a des familles où plus vous essayez de vous intégrer, plus elles veulent que vous vous effondriez pour correspondre à leur moule. Je m'étais effondré ainsi. Je m'étais faite plus petite, j'avais moins parlé et j'avais enduré davantage, juste pour qu'ils m'appellent une belle fille compréhensive. Maintenant, avec le recul, je n'ai pas l'impression d'avoir gagné de bataille. Je n'ai besoin que personne ne s'agenouille devant moi. J'ai seulement surmonté ma propre habitude d'endurer jusqu'à en oublier ma propre valeur. J'ai appris qu'être gentil ne signifie pas se laisser marcher dessus et que pardonner ne signifie pas retourner au même endroit. Ce soir, je me suis préparé un dîner simple, du poisson grillé, une salade et un bol de riz chaud. Je m'assois pour manger lentement, sans me presser, sans que personne ne me critique ou n'exige quoi que ce soit de moi. Je regarde autour de moi ma maison tranquille et soudain je réalise que la paix n'est pas l'absence de tempête. La paix, c'est de ne plus avoir à faire tant d'efforts pour prouver que l'on mérite d'être respecté.